Monsieur Lassalle pour cette présentation. On le constate, ce que disait Madame Moat tout à l'heure, les questions de transparence, entre autres, mais les questions de transparence sont assez essentielles dans la mesure où, comme vous le disiez très justement, on étend la protection sociale, on étend la couverture sociale à des populations qui n'y avaient pas accès jusqu'à maintenant. Donc on est plutôt amené à avoir accès à des populations qui sont plutôt défavorisées. Et justement, ça engage non seulement financièrement, ça engage socialement, mais ça engage d'un point de vue d'équité, dans le sens où une inégalité n'est valable que si elle est en direction des plus faibles. Et il serait dommage de tromper ces personnes-là. Et donc il y a un lien de confiance et une responsabilité humaine, en plus d'une responsabilité sociale, qui est assez forte dans les questions de couverture. Et la ISS y veille très jalousement, très précieusement. Donc je vais maintenant laisser la parole à Didier Blanchet, qui a plusieurs fonctions sur le cas français, parce qu'en France, eh bien, la protection sociale, enfin les dispositifs de protection sociale se développent depuis 70 ans. On fête les 70 ans de la sécurité sociale française cette année avec un ensemble de manifestations. Et cette sécurité sociale n'était pas étendue à l'origine, elle s'est étendue au fur et à mesure à l'ensemble des secteurs d'activité, et même au sein de secteurs d'activité avec des différences entre les cadres et les employés. Et il y a eu des réformes. Il reste ou pas à réformer, on va le voir tout à l'heure. Moi, de mon point de vue, qui travaille sur les retraites en France, je suis plutôt enclin à vouloir, d'un point de vue humain, qu'il n'y ait plus rien à faire et que les retraites soient réformées complètement. Mais d'un autre côté, si tout était réformé complètement, je pense que certains d'entre nous perdraient leur travail. Donc bon, c'est la différence entre les intérêts macroéconomiques et les avantages purement microéconomiques. Et je laisse la parole à Didier Blanchet. Merci de l'invitation à ce forum. Donc mon rôle, c'est de vous donner quelques éléments d'information sur la situation des retraites en France, avec évidemment le risque d'être un petit peu décalé par rapport au thème général du colloque et plus encore de cette séance, puisque dans le cas de la France, je dirais que la problématique de l'extension, donc comme vient de le dire Marco Geraci, est plutôt derrière nous. Enfin, elle peut revenir un petit peu par la fenêtre, parce qu'il y a le sujet de l'émergence de nouvelles formes d'emploi, etc., qui ne seraient pas forcément très bien prises en compte par le système tel qu'il existe. Mais enfin, je dirais que par rapport à cette question de l'extension en France, notre problème, c'est plutôt maintenant de gérer les suites d'une extension qui s'est faite de manière peu harmonisée. Et puis, s'agissant de la question du lien avec la croissance, alors évidemment, je partage tout à fait tout ce qui a été dit avant sur le fait qu'un bon système de retraite, ça peut contribuer à la croissance, quand bien même ça ne serait pas un facteur de croissance du produit intérieur brut. Ce qui importe, c'est quand même la croissance du bien-être, et au moins à ce titre-là, une couverture importante est quelque chose d'essentiel. Mais ici, je vais plutôt soulever la question inverse, qui est celle de la sensibilité du système de retraite à la croissance. Parce que, comme on le verra, un des aspects des réformes de retraite français d'avoir plutôt amplifié cette sensibilité, ce qui pose un problème de pilotage, et de pilotage aggravé, problème aggravé depuis que le rythme de la croissance avec la crise est devenu encore plus incertain qu'il était auparavant. Donc effectivement un double décalage par rapport à la thématique, mais enfin j'essaierai notamment en conclusion de faire quelques liens par rapport aux questions qui peuvent se poser dans des systèmes encore en cours de développement. Alors le plan, je vais faire quelques rappels, mais je vais essayer d'être très bref sur le contexte démographique et institutionnel français. Je vais vous dire deux mots de ce qu'ont fait les réformes passées et de ce que je pense qu'il reste éventuellement à réformer et comment envisager de le faire. Et puis, donc, je vous donnerai ces quelques éléments de conclusion qui essaieront de raccorder au thème général du forum. Alors sur le contexte démographique et institutionnel, juste un petit rappel dans le cas de la France. Bon, le vieillissement, il y en a partout. Dans le cas de la France, c'est une différence avec l'Italie telle qu'elle a été présentée avec les pyramides d'Elsa Fornero. On n'a pas ce phénomène de vieillissement par le bas qui serait dû au non-renouvellement des générations. On a essentiellement ce qu'on appelle un vieillissement par le haut, qui est lui-même résultat de deux facteurs, l'allongement tendanciel de l'espérance de vie. Il y a eu quelques accidents, mais cet allongement se poursuit.
et puis d'autre part le contre-choc du baby-boom. C'est-à-dire que le baby-boom, c'est bien dans un premier temps quand ça fait beaucoup de personnes en activité, et ensuite, une fois que ces personnes, donc ça crée des conditions de financement qui sont temporairement favorables et qui donc tendent à pousser à accroître la générosité du système, mais ensuite il faut se remettre dans des conditions normales quand les baby-boomers passent à la retraite, et c'est ce qui se passe en France de 2006 à 2035-2040 avec un processus de vieillissement accéléré. On a un petit peu la même chose, ce n'est pas spécifique à un pays développé ayant eu un baby-boom après-guerre. On a un peu le même phénomène pour des pays en fin de transition démographique, avec cette fameuse période que les démographes appellent la fenêtre d'opportunité démographique, la période pendant laquelle vous avez beaucoup de personnes en activité, pas encore beaucoup de personnes en âge de retraite et déjà beaucoup moins de personnes dépendantes jeunes. Et puis, donc temporairement, il y a une situation favorable en termes de rapport actif retraités ou actifs par rapport à l'ensemble de la population, mais il s'agit d'une situation transitoire, donc il ne faut pas considérer ça comme représentatif des conditions de financement en régime permanent. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais sauter les graphiques, mais juste celui-là qui vous rappelle, dans le cas de la France, effectivement, la courbe du bas, ce sont la population d'âge actif, tout ça est en bas 100 en 1990, donc elle fait quasiment du surplace dans le cas de la France, parce qu'on a un niveau de fécondité qui reste relativement élevé, et puis l'essentiel du problème, c'est un doublement de la population de 60 ans et plus à l'horizon de 2060. Alors, ce vieillissement, il vient toucher un système de retraite qui représentait, alors ça dépend du périmètre qu'on lui donne, mais disons en gros 12% du PIB au début des années 90, avec un âge moyen de départ qui était initialement relativement bas par rapport à d'autres pays, même inférieur en pratique à 60 ans du fait de dispositifs de sortie anticipée. Et donc hors de toute réforme, la masse des pensions serait passée à peu près 20 points de PIB au milieu de ce siècle. Et donc qu'ont fait les réformes pour essayer d'éviter ce problème. Alors on a eu je dirais qu'on a eu 4 réformes plus une. 4 réformes principales. Une réforme de 93 dans le secteur privé qui a fait passer le calcul de la retraite de base sur la moyenne des 25 meilleures années de carrière au lieu des 10 meilleures années. Et puis également un début d'augmentation de la durée requise pour obtenir son taux plein sans forcément attendre 65 ans, qui a fait passer cette durée de 37 ans et demi à 40 ans. Il y a eu un épisode que je ne mentionne pas, mais qui a été évoqué ce matin par Yves Guégado, qui est en 95, une tentative d'étendre ce durcissement de la durée requise pour le taux plein au secteur public, et donc qui avait conduit à une situation de blocage qui a été levée en 2003 avec effectivement une harmonisation du secteur public et du secteur privé du point de vue de ce paramètre de durée requise pour le taux plein. La réforme de 2010 a utilisé un autre instrument pour bouger l'âge de la retraite. Elle a décalé la fenêtre sur laquelle les gens peuvent choisir de liquider, donc qui était initialement de 60-65 ans et qui est passé à 62-67 ans. Et puis en 2014, la toute dernière réforme a fait encore augmenter un petit peu la durée requise pour le taux plein. Donc ça sont les 4 réformes principales en France, mais il y a une autre réforme, donc celle que je qualifie de silencieuse, qui en fait est intervenue dès la fin des années 80, qui a été dans un système où la plupart des paramètres étaient plutôt indexés sur les salaires, de passer à une indexation sur les prix. Donc au départ, ça s'est fait de façon un peu discrète, et puis ça a été un peu rigidifié par la réforme de 93 et pérennisé depuis. Alors, que peut-on dire de ces réformes ? Souvent, on entend dire que la France n'a pas encore réformé son système de retraite, etc., parce qu'effectivement, on n'a pas fait la grande réforme emblématique de type réforme structurelle. Il s'agit uniquement de réformes paramétriques, mais des réformes paramétriques ne sont pas forcément des petites réformes, et telles qu'elles ont été conçues, elles laissent attendre une remontée significative de l'âge de la retraite, qui en fait est déjà amorcée, et qui, conjugué à une baisse non négligeable des taux de remplacement, devrait à peu près stabiliser la part des retraites dans le PIB, mais ça va être un de mes thèmes principaux, d'une façon qui s'avère dépendre assez fortement des hypothèses de croissance économique, et ce qui résulte du passage de cette réforme silencieuse, donc ce passage à l'indexation sur les prix. Donc c'est ça qui interroge un petit peu pour le pilotage du système. Ici, le graphique
de gauche vous montre qu'effectivement les taux d'emploi des 55-59 ans comme des 60-64 ans ont commencé à se retourner à partir du début des années 2000. Ce que vous avez sur la droite, ce sont les hypothèses du corps en matière d'évolution de l'âge de liquidation, mais ce ne sont pas des hypothèses, en fait, ce sont des résultats de simulation consistant à appliquer les règles compte tenu des carrières des gens. Donc en gros, on évalue à quel âge les gens atteindront le fameux taux plein, et donc ils devraient s'élever à près de 64 ans, 64 en 2040. Et puis, en termes de niveau des retraites, exprimé plutôt en termes relatifs, parce que ce qui compte en matière de retraite, c'est le pouvoir d'achat relatif des retraités par rapport aux actifs. Vous voyez effectivement une baisse qui est programmée aussi bien du ratio pension sur salaire que du ratio de niveau de vie des ménages de retraités par rapport aux ménages d'actifs. Mais c'est là qu'apparaît cette dépendance à la croissance. Ce que vous avez ici, donc ce ne sont pas les projections du corps parce qu'elles sont faites avec un autre modèle, mais ça reprend les hypothèses du corps. Et vous voyez un éventail de résultats selon que vous êtes sur une variante de croissance. La variante A', c'est une hypothèse de croissance à 2% par an jusqu'à 2060. La variante C', c'est une hypothèse de croissance à 1% par an. Et donc ce qui se passe, c'est que, en fait, de façon assez intuitive, quand vous essayez de faire baisser, de limiter les taux de remplacement par l'indexation sur les prix plutôt que sur les salaires, ça marche bien lorsque la croissance est rapide, et à la limite, si la croissance réelle devient nulle, indexation prix ou indexation salaire, c'est complètement équivalent, donc vous perdez complètement l'impact de cette dimension des réformes passées. Et la traduction, donc ce que vous voyez ici, c'est la trajectoire projetée du ratio retraite sur PIB de 2010 à 2060. Ce que vous avez sur la gauche, c'est ce qu'on aurait eu sans aucune réforme depuis la fin des années 80, et donc un niveau de dépenses qui serait monté au-delà de 20% du PIB, mais avec peu de sensibilité aux hypothèses de croissance. Ici, vous avez 5 hypothèses de croissance qui sont reprises du corps. Ce que vous avez, c'est sur le graphique intermédiaire, c'est le pur impact du passage à l'indexation au prix. Donc vous voyez qu'on a déjà beaucoup rabattu la trajectoire du niveau des retraites par rapport au PIB, mais du coup, en creusant l'éventail des résultats en fonction des hypothèses de croissance. Et ce qu'ont fait le reste des réformes, donc agissant plutôt sur l'âge de la retraite, ça a été de finir d'aplatir la trajectoire. Donc en ce sens, on peut dire que le processus de réforme est relativement derrière nous, mais toujours avec cet éventail qui a été introduit par le mécanisme d'indexation prix. Alors, ce qui reste à réformer, comment le faire ? Les deux problèmes, c'est qu'on a un système, donc Mme Fornero parlait à la fois de transparence et d'uniformité, donc le système français ne respecte pas ces deux critères, puisqu'il reste éclaté avec une forte suspicion d'inéquité de traitement entre catégories d'assurés, qu'elles soient fondées ou pas, ça se focalise surtout sur l'opposition entre public et privé. Alors quand on regarde dans le détail, c'est pas forcément toujours dans le sens qu'on pense, ça dépend beaucoup des profils du carrière, mais c'est un peu malsain d'avoir un système qui entretient comme ça l'idée qu'il y a une catégorie de population qui a été protégée des réformes par rapport à une autre. Et puis la dépendance à la croissance, on peut l'avoir comme un problème, alors ça peut se débattre effectivement, on peut dire après tout pourquoi pas avoir un système dont la trajectoire dépend du rythme de croissance, mais le risque quand même c'est que le fait que plus la croissance, il y a des chocs de croissance négatifs, finalement ça fait dévier le système de la trajectoire espérée, ça risque de nous conduire à devoir procéder à des corrections répétées de trajectoire, et ça alimente un peu dans l'opinion publique l'idée d'un processus de réforme sans fin. On dit, voilà, il y a déjà eu 4 réformes, maintenant, cette fois-ci, c'est la dernière, et puis en fait, il s'avère, quelques années après, qu'il faut encore prendre des mesures d'ajustement. Et donc, ça mine un petit peu, ça peut miner la confiance dans le système, notamment pour les plus jeunes générations. Alors, résoudre ces problèmes, il y a la piste systémique, ça a été un petit peu débattu en France à la fin des années, disons 2008-2009, la piste des comptes notionnels, donc entre autres, mais enfin la transcription telle qu'elle au contexte français semble difficile. Ce qui me semblerait plus réaliste, ça serait l'extension à l'ensemble du régime du principe du fonctionnement par points qui s'applique déjà au régime complémentaire du salarié du privé, dans le cas français. Ce qu'il est important d'insister là-dessus, c'est qu'aussi bien, on dit souvent
aussi bien compte notionnel que système par points, c'est remettre en cause toute la dimension redistributive du système de retraite. Donc ce qu'il faut insister, c'est vrai que c'est à la base, c'est des systèmes dont le principe est plutôt la contributivité, mais qu'on peut très bien amender de façon à réintroduire des mécanismes redistributifs, émulant à peu de choses près les propriétés redistributives qu'on a dans le système actuel, mais l'intérêt, c'est que ça donnerait l'occasion d'une remise à plat de ces avantages non contributifs qui se sont un peu accumulés au cours du temps sans vision prospective d'ensemble. Enfin, de toute manière, que ce soit à compte notionnel, à mon avis, peu réaliste dans le cas de la France, ou généralisation des points, il s'agit de perspectives longues avec en particulier tout le problème que pose la validation des droits acquis dans le système actuel. Une transition est toujours très compliquée. Donc il y a une démarche plus progressive envisageable, au moins sur cet aspect de la résorption de la dépendance à la croissance. Ce que je dirais, c'est que le paradoxe du système français, c'est qu'on a un problème de retraite dont l'origine est bien identifiée, qui est démographique, avec un peu d'incertitude sur ce volet démographique et qu'il faudrait trouver également une façon de gérer. Et finalement, on a cherché à résoudre une partie. Alors une partie, effectivement, on a cherché à le résoudre avec des instruments corrélés avec la démographie. En particulier, la réforme 2003 avait introduit un schéma d'indexation de la durée requise pour le taux plein sur l'évolution de l'espérance de vie. Et on reste un peu dans cet esprit-là. Mais par contre, pour la composante qui est le durcissement des taux de remplacement du niveau de vie relatif des retraités, on le fait par un mécanisme qui est la divergence entre salaires nominaux et prix, qui a priori n'a rien à voir avec la démographie. Donc il se trouve que pour une hypothèse de croissance à 1,5% par an, ça marche, et ça nous stabilise le régime. Si la croissance est supérieure à ça, ça surajuste. Finalement, on a des réformes qui sont allées trop loin, qui sont allées trop loin. Et si la croissance est inférieure à ça, par contre, on sous-ajuste et il faut envisager de nouvelles réformes pour rester sur une trajectoire soutenable. Et donc, en gros, les pistes, ça serait de réinjecter du couplage entre les retraites et les salaires, et de gérer le choc démographique par des choses directement liées à la démographie. Et en fait, on retrouve un petit peu l'esprit des comptes notionnels qui introduisent effectivement ce genre de mécanismes qui font dépendre l'évolution des droits en fonction du taux de croissance global, donc qui intègre le taux de croissance démographique, et également de l'évolution de l'espérance de vie à travers la coefficient de conversion. Et dans des régimes par points, on a aussi des formules à l'allemande qui font évoluer les valeurs de service des points en fonction de l'évolution du système démographique. Et alors l'intérêt par rapport à notre problématique d'harmonisation, c'est que ce genre de façon de piloter le système peut s'envisager de façon relativement uniforme entre le régime général, les 25 meilleures années de la carrière, les régimes de fonctionnaires où c'est plutôt le dernier salaire qui joue, et puis les régimes par points complémentaires de salariés. Donc je passe à mon dernier slide. Deux messages éventuels qui peuvent intéresser dans le contexte ici. Les questions par nature sont très différentes dans un système mature et dans un système en cours d'extension, mais le message, ça peut être qu'il est utile que les problèmes de la maturité puissent être anticipés dès la phase de montée en régime, et donc en particulier au vu de l'exemple français, essayer d'anticiper au maximum cette question de l'harmonisation, parce qu'une fois que le système s'est mis à générer du défaut d'uniformité, c'est très, très, très difficile de revenir en arrière. Et puis, d'autre part, essayer d'adopter d'entrée de jeu des règles de pilotage qui prennent en compte l'évolution de la contrainte démographique, le fait que cette contrainte démographique n'est pas complètement certaine a priori, on ne sait pas exactement ce que va être la trajectoire de l'espérance de vie, par exemple, et qui évite, contrairement à ce qu'on a fait dans le cas français, qui évite d'introduire en plus de la sensibilité aux hypothèses macroéconomiques, sachant qu'elles sont devenues très incertaines. Alors parfois, la réaction qu'on a en France par rapport à ça, c'est de dire le pilotage automatique, c'est pas bien parce que ça fait perdre toute possibilité aux politiques d'influer sur l'évolution. L'idée n'est pas celle-là, c'est de dire on a un système qui, par défaut, si on ne touche à rien, a une trajectoire à peu près soutenable financièrement, et puis ensuite, si le politique trouve qu'à telle ou telle date, ça fait dévier trop fortement les retraites par rapport à l'objectif d'adéquation, et dans ce cas-là, il peut reprendre la main et le pilotage manuel reprend tous ses droits. Voilà, je vous remercie.